Donc le CNC, en fait, c'est un outil assez ancien qui a été créé en 1946, donc qui a précisément 72 ans, et qui est l'instrument de la politique cinématographique et audiovisuelle en France. Ça a été créé très rapidement, au lendemain de la guerre, pour reconstruire l'industrie cinématographique, qui avait été dévastée. Et l'idée des gouvernements de l'époque, ça a été de se dire que le cinéma était quelque chose de fondamental, au-delà même de l'art, et que d'un point de vue industriel, c'était fondamental de reconstruire cette industrie cinématographique. Donc pour des raisons économiques et artistiques, le CNC a été créé à cette époque-là comme un outil de soutien à la politique cinématographique et audiovisuelle. Aujourd'hui, ça sert à quoi? Ça sert tout simplement à aider les principaux métiers du secteur, que sont les auteurs, les réalisateurs, les producteurs, les distributeurs et les salles de cinéma. Mais ça sert aussi du côté audiovisuel. Les deux pans d'action du CNC, c'est la politique audiovisuelle d'un côté et la politique cinématographique de l'autre. Et donc l'objectif, c'est à la fois de soutenir l'ensemble de cette filière d'un point de vue industriel, mais aussi d'un point de vue artistique. Et c'est pour ça qu'on reprend à notre mot, ou à notre compte plutôt, le mot de Malraux. Le cinéma, c'est un art et une industrie. Et le CNC défend cette vision-là depuis le départ, depuis plus de 70 ans maintenant. Alors c'est une très bonne question. En fait, le CNC, comme je le disais tout à l'heure, est depuis 1946, depuis sa création, un établissement public qui est indépendant, mais dont la tutelle est opérée par le ministre de la Culture et par le gouvernement. En revanche, nous avons une certaine autonomie d'abord budgétaire, puisque nous percevons directement le budget que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est une exception dans le cadre de la politique culturelle. Ça n'est pas le cas de la musique, ça n'est pas le cas du théâtre, ça n'est pas le cas de la danse, etc., ou des autres secteurs artistiques. Et donc c'est une chance assez grande, mais nous travaillons évidemment en permanence avec les pouvoirs publics, avec le ministre de la Culture, qui est notre référence et notre tutelle, mais aussi avec l'ensemble du gouvernement et le président de la République. Tous les gouvernements successifs, quelle que soit leur couleur politique, depuis 1946, se sont accordés à penser que c'était fondamental, pour un pays comme la France, de défendre une politique culturelle particulière et donc une politique cinématographique particulière. Donc c'est cette vision de l'exception culturelle qui a été défendue, quelles que soient les couleurs politiques. Pourquoi ça a été défendu de manière aussi forte? D'abord parce que la France est sans doute le pays, comme vous le savez, qui a créé le cinéma. Donc il y a cet attachement originel avec les Frères Lumière dès 1895. Et ensuite, le cinéma a été en permanence un outil, je dirais à la fois de pensée, mais aussi de rayonnement à travers le monde. Et donc, comme les Américains l'ont compris dès les années 20 ou dès les années 30, 1920 ou 1930, la France a aussi compris après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait accompagner cette politique cinématographique parce que le rayonnement du cinéma dépassait le cinéma lui-même. Donc concrètement, on fait quoi c'est quoi l'exception culturelle? Ce sont simplement des moyens financiers qui sont pris de manière très intelligente et qui se sont adaptés au fil du temps. En fait, le budget du CNC est abondé par des taxes. Une taxe sur les salles de cinéma. À chaque fois que vous allez au cinéma, il y a une partie de votre billet qui va dans les caisses du CNC. Et d'autre part, lorsque les télévisions sont apparues, on a créé une taxe sur le chiffre d'affaires des chaînes de télévision. Puis, quand les opérateurs d'Internet ou de téléphonie mobile ont apparu, on a créé une taxe sur ces opérateurs. Et puis très récemment, depuis le 1er janvier 2018, on a créé une taxe sur les plateformes de vidéo à la demande gratuite, comme YouTube ou Dailymotion, mais aussi sur les plateformes payantes, comme Netflix ou Amazon. Et donc ce sont ces 4 taxes qui financent aujourd'hui la politique cinématographique et audiovisuelle en France. Alors écoutez, là je viens d'avoir les chiffres par exemple du mois de novembre, du mois d'octobre pardon, qui sont très bons puisque ça remonte de 3 ou 4% en France. Et puis grâce au succès de certains films que vous avez peut-être vus, comme Le Grand Bain notamment, ou À la 2, ou En Liberté, Pierre Salvadori, qui sont plutôt des comédies qui marchent très bien. Donc il y a eu effectivement un trou d'air pendant l'été en France pour la fréquentation des salles de cinéma, qui est lié, je crois, d'abord à la période estivale, mais aussi et surtout à la Coupe du Monde de football. Il ne vous a pas échappé que la France est allée assez loin dans la compétition, donc les Français préféraient sans doute regarder les matchs de foot que d'aller au cinéma.
On est quand même assez confiant structurellement sur l'évolution de ce marché. Régulièrement, la France dépasse les 200 millions de spectateurs par an ces dernières années en salle en France, ce qui en fait là aussi le champion d'Europe de loin devant l'Allemagne, le Royaume-Uni ou l'Italie et l'Espagne. Donc on est assez confiant et je pense que d'ailleurs, quand on regarde dans le détail les baisses de fréquentation dans les autres pays européens pour cet été, on voit que les pays limitrophes de la France ont une fréquentation beaucoup plus faible qu'en France, donc c'est ça qui nous rassure aussi d'une certaine manière, et que c'est lié aussi à tout simplement à un manque d'offres de films américains porteurs, puisque le cinéma américain a beaucoup perdu cet été, plus que le cinéma européen ou français en particulier. Il y a un accord entre les professionnels du cinéma français et Canal+, qui a été signé il y a quelques jours à Dijon, et qui va permettre la signature d'un nouvel accord sur la chronologie des médias. Autrement dit, cette chronologie des médias qui permet, comme vous le savez, d'avoir des fenêtres d'exclusivité pour des diffuseurs. On commence par la salle de cinéma, puis c'est la VOD à l'acte et le DVD encore, puis ce sont les chaînes payantes, puis les chaînes gratuites, et enfin, en fin de chronologie des médias, les services de SVOD, c'est-à-dire de la VOD par abonnement, type Netflix ou Amazon. Donc cette chronologie des médias va être réformée dans les semaines qui viennent, puisqu'il y a eu un accord de principe il y a quelques jours, et donc chacune de ces fenêtres va être rétrécie, ce qui va à mes yeux dans le bon sens, parce que ça permet d'abord aux spectateurs d'avoir accès à des œuvres plus vite. Or aujourd'hui, en tant que spectateur, on a envie d'avoir accès aux œuvres plus vite et de ne pas être contraint par cette chronologie des médias. Cette chronologie des médias, c'est une contrainte, mais c'est aussi une garantie. Pourquoi elle a été créée? Parce que c'est précisément ces fenêtres d'exclusivité de diffuseurs qui financent en amont la création. Autrement dit, le système vertueux de cette chronologie des médias, qui existe dans d'autres pays à travers le monde, mais qui est particulièrement fort en France, c'est de faire en sorte que l'aval finance l'amont. Autrement dit, la diffusion finance la création. Et c'est ça qui est décisif aujourd'hui, et la France est sans doute le pays le plus emblématique pour ce mécanisme qui est très vertueux. Donc, ce qui est compliqué dans ce débat, c'est qu'à la fois, on a tous envie, bien sûr, que ces fenêtres se rétrécissent et d'avoir accès plus vite aux œuvres, et en même temps, on ne veut pas sacrifier le financement des œuvres qui nous sont proposées. Parce que si vous n'avez plus de financement, vous n'avez plus d'œuvres. Donc l'équilibre et l'antagonisme qu'on doit pallier, c'est précisément de trouver un juste milieu, un juste équilibre entre des fenêtres plus rapprochées et un financement pérenne de la création. La nouvelle chronologie des médias qui va apparaître est déjà un progrès. On doit pouvoir sans doute encore aller plus loin, puisque même s'il y a un raccourcissement des différentes fenêtres que je définissais tout à l'heure, ça n'est pas suffisant, et notamment, ça n'intègre pas complètement les nouvelles pratiques autour des plateformes de SVOD, qui certes voient leurs fenêtres se rapprocher de la sortie salle, mais il est évident qu'aujourd'hui, il va falloir s'adapter et discuter avec ces plateformes pour trouver un juste milieu entre leur politique commerciale, qui est de sortir directement les films sur les plateformes, et notre politique culturelle, qui a vocation d'abord à mettre en lumière le film ou les films dans les salles de cinéma. Et c'est ça la contradiction aujourd'hui qu'on est en train d'essayer de résoudre. On est assez positif, le Festival de Cannes ou le Festival de Venise sont des épiphénomènes, effectivement, mais sont révélateurs justement de cette difficulté. Le CNC a mené et mène encore un plan de restauration et de numérisation des œuvres qui est très important et qui permet, grâce à un investissement très lourd, de financer justement la numérisation et la restauration de ces œuvres, de plusieurs catalogues, quels qu'ils soient. Ce qui nous paraît aussi important, c'est de donner, pas simplement de restaurer ou numériser ces œuvres du passé et du patrimoine, mais dans un souci de transmission, de cinéphilie, tout simplement, d'éducation au cinéma, de donner à voir ces œuvres. Donc c'est donner à voir ces œuvres en salle de cinéma, par des dispositifs scolaires que vous connaissez peut-être, école et cinéma, collège au cinéma, lycéen au cinéma, mais aussi et surtout sur des plateformes. Et le travail par exemple qu'accompagne le CNC d'une plateforme qui se développe de manière très forte ces temps-ci, qui s'appelle la Cinétech, est un projet qui nous tient particulièrement à cœur, puisque c'est un système de recommandation, non pas par algorithme, mais où des cinéastes du monde entier viennent recommander les films du passé qu'ils aiment. Et donc nous profitons justement de cette plateforme pour valoriser le travail de numérisation et de restauration qui a pu être accompagné par le CNC. Non, ça je peux pas.
Non, en fait, pour être assez franc, je gigote beaucoup sur mon siège quand j'ai du mal à supporter le film, mais je reste toujours jusqu'au bout. Parce que j'ai toujours l'espoir qu'une scène, ou deux scènes, ou trois scènes, ou la chute du film me séduise. Voilà. Mais c'est rarement le cas, malheureusement. Mais non, généralement, je gigote beaucoup, mais je reste jusqu'au bout.